nous léguons à notre jeunesse deux dettes. Deux dettes dramatiques. La première dette, c'est la dette écologique. Et la deuxième dette, c'est la dette évidemment économique. La dette écologique, c'est ce 7e continent de plastique qui trône aujourd'hui sur nos océans. C'est cette biodiversité qui est massacrée partout. Et nous sommes, nous, redevables de cela en France, parce que nous abritons 10% de la biodiversité mondiale, notamment grâce à notre présence ultramarine. C'est aussi la question du dérèglement climatique. Question majeure. Il y a une quinzaine de jours, Thomas Montagne, chez qui j'ai eu l'honneur de déjeuner, me rappelait que, donc il est vigneron, il me rappelait que depuis son plus jeune âge, la date des vendanges a été avancée d'environ 1 mois et demi. Voilà une preuve tangible, réelle, de ce qui peut se passer à ce niveau et en réalité à plein d'autres niveaux. Nous avons le devoir de sortir, et je pèse mes mots, de cette pourriture qu'est le pétrole. Le pétrole qui permet de fabriquer du plastique et qui pollue l'air que l'on respire. Et à cet égard, des décisions salutaires ont été prises, notamment par l'Union européenne. La fin des moteurs thermiques à horizon 2035. Fin des moteurs thermiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire moteur essence, diesel et hybride. On se prépare donc à rentrer dans une ère où nous aurons évacué le pétrole, et c'est une très bonne nouvelle pour l'humanité. Sauf que, si on décide de passer au tout électrique, eh bien, il en faudra de la puissance électrique pour faire rouler 30 millions de véhicules électriques. Il en faudra de la puissance. Et ce n'est pas les 12 moulins à vent qu'on a construits ici dans la Sainte-Victoire qui permettront de les faire rouler. Donc, se pose logiquement la question de comment allons-nous accompagner cette transition écologique. Alors certains diront, oui, mais il y aura peut-être l'hydrogène. Certes, l'hydrogène est incontestablement une technologie d'avenir, mais l'hydrogène n'existe pas, comme vous le savez, à l'état de nature. L'hydrogène, elle se fabrique. Et pour fabriquer l'hydrogène, il faut de l'électricité. Donc la question de l'approvisionnement, ça s'appelle l'électrolyse. Donc la question de l'approvisionnement en électricité est une question majeure. On parle de 2035. C'est dans 12-13 ans. Alors on attend quoi? On attend de nous retrouver en 2034 et de nous dire « Ah mince, on a des millions de véhicules électriques qui doivent rouler et finalement on ne va pas pouvoir les faire rouler ?» Eh bien, il faut se ranger à une évidence majeure. C'est l'évidence selon laquelle la seule énergie de transition viable qui nous permettrait de basculer cette transition vers le tout électrique et vers l'hydrogène, c'est le nucléaire. Alors certes, le nucléaire n'est pas l'énergie la plus noble qui soit, elle produit des déchets, c'est vrai. Mais voyez-vous, je crois au génie humain. Je crois en notre capacité à pouvoir, dans les 5, 10, 15 prochaines années, à créer une économie circulaire des déchets nucléaires. Et ce que je dis ne relève pas de la science-fiction. Des chercheurs de Oxford ont d'ores et déjà réussi à mettre en place un prototype qui va dans ce sens-là. Donc l'écologie ne doit pas se penser de manière statique, elle doit se penser en dynamique, en misant sur la science, en misant sur le progrès. C'est pourquoi une décision responsable consisterait à initier dès à présent la construction de réacteurs nucléaires de 3e génération de type EPR. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais on a déjà Flamanville, c'est un fiasco. Oui, mais c'est vrai que c'est un fiasco, parce qu'on a perdu la compétence. Donc, on ne va pas lancer ce programme-là en 2028, ou en centrale nucléaire, ça ne se construit pas en 2 ans. Donc, il y a des décisions très fortes qu'il faut être en mesure de prendre maintenant. Et ça ne nous interdit pas de nous projeter dans ce que seront les énergies de demain et d'après-demain. Évidemment, je parlais de cadrage tout à l'heure, c'est évidemment, si nous avons la possibilité de créer une énergie limitée sur de la fusion nucléaire, eh bien évidemment, nous changerons de modèle de civilisation. Mais soyons conscients que le monde dans lequel nous entrons
celui de la 4e révolution industrielle, eh bien, doit s'accompagner d'une mutation énergétique majeure. Chaque révolution industrielle s'accompagne d'un changement de modèle énergétique. La première révolution industrielle, la vapeur, la deuxième révolution industrielle, le charbon et le pétrole, et la troisième révolution industrielle, le nucléaire de première génération. Le monde dans lequel nous entrons sera très énergivore. La 5G, qui va apporter un nombre d'avancées colossales, qui va nous faire gagner en compétitivité, qui permettra de mettre en place des véhicules autonomes sur nos routes, la 5G consommera beaucoup d'électricité. Donc il est indispensable aujourd'hui de nous saisir de cet enjeu d'un point de vue stratégique, et pour le coup, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Alors je voudrais m'adresser à certains d'entre vous, et je sais qu'il y en a, qui n'adhèrent pas à la cause environnementale, qui considèrent que, après tout, le dérèglement climatique n'est pas forcément le fait de l'homme, et que tout cela est une obsession, somme toute, de bobo. À cela, je veux dire ceci. Faites un pari de Pascal. On ne perd rien à faire de la cause environnementale une priorité cardinale. Parce qu'au-delà de l'aspect environnemental à proprement parler, il y a en germe le changement d'un modèle de civilisation. Avec peut-être demain, si nous allons vers la 5G, si nous allons vers les véhicules autonomes, des campagnes qui vont se repeupler, des banlieues qui vont se réaménager, avec un véritable changement de société qui est en germe, avec une économie bleue, qui portera la croissance. N'ayons pas peur de nous imposer des contraintes. Souvenez-vous de la guerre de sécession aux États-Unis, 19e siècle, avec les États qui ont décidé de s'imposer une contrainte, c'est-à-dire la fin de l'esclavage. La fin de l'esclavage, c'est quoi? C'est la fin de la main-d'œuvre gratuite. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que les États qui sont devenus les plus prospères sont ceux qui se sont imposés cette contrainte. Et ceux qui ont continué l'esclavage, c'est-à-dire la main-d'œuvre gratuite, eh bien, ils n'ont absolument pas décollé. Donc, nous imposer des contraintes, eh bien, ça peut être créateur de valeur. Et ça peut être créateur de progrès. Et vous voyez que nous sommes là à des années-lumière de l'autre façon de faire de l'écologie. Celle de la décroissance, celle de la punition, celle de la culpabilité permanente, celle de la taxation. Oui à une écologie basée sur la science, sur l'innovation et au génie français. Et nous avons les moyens de faire de la France le phare de l'écologie du XXIe siècle et du XXIIe siècle, parce que nous avons en nous toutes les compétences.